Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je remercie tout d'abord le bureau de l'AMCAR et le professeur Chaibi pour cette invitation à votre très beau congrès pour vous parler aujourd'hui de la place de l'imagerie en coupe dans la gestion de la maladie coronaire. Pas de conflit d'intérêts. Donc il y a trois intérêts principaux de l'imagerie en coupe dans la gestion de la maladie coronaire. Le premier, c'est le patient qui n'a pas de coronaropathie connue. On va évaluer son risque cardiovasculaire à long terme. La deuxième chose, c'est le patient qui peut être coronarien ou non, mais en tout cas chez qui on va rechercher une coronaropathie parce que soit il a des symptômes type angineux, soit on va rechercher une lésion en pré-intervention de chirurgie X ou Y, par exemple. Et puis l'évaluation de la viabilité myocardique chez un patient qui va avoir déjà un événement cardiovasculaire qui s'est produit, un SCA, un infarctus, ou chez qui on découvre une lésion coronaire occlusive et chez qui on veut évaluer la viabilité myocardique. Alors première chose d'abord, c'est l'évaluation du risque cardiovasculaire à long terme. Ça vous connaissez très bien, c'est le score calcique coronaire qui a été validé depuis une trentaine d'années maintenant, qui est relativement simple d'utilisation et d'interprétation, même s'il peut y avoir des petits pièges. Donc c'est sur des séquences non injectées, c'est corrélé histologiquement à la présence de plaques coronaires, c'est corrélé surtout, ce qui nous intéresse là, au risque d'événements cardiovasculaires à long terme, et ça doit être demandé chez un patient qui est asymptomatique. Des fois on voit des demandes chez des patients qui ont des symptômes pour voir s'il y a une ischémie myocardique. Bon, il y a un souci dans la demande. C'est vraiment pour évaluer un risque potentiel à long terme. C'est un intérêt d'autant plus démontré chez le patient diabétique, étant donné que chez un patient diabétique, on a un risque doublé d'événements cardiovasculaires pour un même score calcique coronaire par rapport à un patient qui ne serait pas diabétique. Donc, dans cette population-là, en tout cas, ça a d'autant plus d'intérêt. Et puis, quelle que soit la population diabétique ou non, ça a un intérêt de demander un test fonctionnel, quel qu'il soit, si on a un score qui va être supérieur au 75e percentile pour l'âge et pour le sexe, et ou si le score dans l'absolu est supérieur à 400. Donc les recommandations actuelles, elles ont, ces recommandations 2021 sur la prévention cardiovasculaire de l'ESC, on a finalement un grade de preuve qui n'est pas énorme, 2 alors que pourtant on a quand même beaucoup de papiers, beaucoup de littérature sur le score calcique. En tout cas, on peut le demander chez le patient, chez qui, en général, un patient qui a un risque intermédiaire bas à élevé, chez qui on veut reclasser le risque éventuellement pour aller plus loin dans soit la thérapeutique éventuellement, soit surtout l'exploration d'une éventuelle coronaropathie silencieuse. En tout cas, une chose qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est qu'un score calcique à 0, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coronaropathie. On peut très bien avoir des plaques non calcifiées, des plaques qui sont plutôt fibreuses ou adipeuses, et donc qui sont aussi bien sûr à risque, et donc jusqu'à 1,5% de patients qui vont avoir en fait des lésions coronaires qui sont significatives, enfin en tout cas à plus de 50%, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont fonctionnellement significatives. Et puis un deuxième élément, c'est les plaques à haut risque. Il y a un concept un petit peu plus récent qui consiste en fait sur un scanner injecté classique, donc au temps artériel, et on va avoir besoin d'une excellente qualité d'image, une excellente résolution pour pouvoir analyser la nature de la plaque. Alors évidemment, on ne pourra jamais faire aussi bien que pour une PET, pour une imagerie nucléaire, mais en tout cas, on peut visualiser différentes composantes dans la plaque, et une plaque qui sera dite vulnérable, une plaque qui est à risque de rupture, ce sera le cas si elle a au moins deux des caractéristiques de plaques à haut risque. Les plaques hypodenses, moins de 30 unités Hounsfield, souvent très adipeuses, voire nécrotiques. Les calcifications ponctuelles au sein d'une plaque non calcifiée. Le remodelage positif, donc vers l'extérieur du vaisseau. Et puis le signe du rond de serviette qui associe en général un petit peu de tout, c'est-à-dire un remodelage positif, des calcifications spotty, et puis une densité qui va être assez variable avec des éléments assez hétérogènes, nécrotiques, fibro-adipeux. Et donc celles-là, elles sont vraiment à risque de rupture. Alors pourquoi est-ce qu'on les décrirait et pourquoi est-ce que ça vaut le coup d'en parler dans un compte-rendu si on arrive à bien les déterminer? Eh bien, c'est parce que ça a un risque pronostique. Donc les plaques à haut risque, quand on a un risque d'événement cardiovasculaire multiplié par 2,5. Donc c'est pas anodin et c'est vraiment à signaler. Alors, de l'autre côté, on a l'étude Iconic qui nous a montré que les plaques à haut risque, quand elles sont à moins de 50%, finalement, elles ont une évolution qui n'est pas si différente de celle des plaques qui ne sont pas à haut risque, mais qui sont à plus de 50% et qui, en théorie, et en tout cas en pratique courante, nous inquiètent un petit peu plus et qui vont faire pratiquer des risques. Alors, si elles sont à moins de 50%, on ne va pas forcément rechercher de l'ischémie, mais par contre, c'est des patients qui vont être vraiment à traiter et à surveiller de façon un peu plus extensive, notamment éventuellement par des thérapies
thérapie hypolipémiante ou de l'aspirine, même si là les preuves sont quand même beaucoup moins bien établies. La plupart de ces plaques à haut risque, elles sont non obstructives, il y en a beaucoup des plaques à haut risque. Par contre, parmi les plaques obstructives, donc à plus de 50%, près de 50% sont des plaques à haut risque. Et donc là, le risque d'évolution est maximal. Ensuite, le deuxième intérêt de l'imagerie en coupe, c'est la recherche de coronaropathie significative. C'est ça dont on va le plus parler. Alors pourquoi? Parce que c'est quand même jusqu'à 5% des motifs d'hospitalisation aux urgences en France en tout cas. Jusqu'à 10% de ces patients auront un diagnostic retenu de syndrome coronaire aigu, et dans ce cas-là, il n'y a pas à débattre. Le patient doit avoir une coronarographie si c'est un SCA. Par contre, dans plus de 90% des cas, il n'y aura pas de diagnostic de syndrome coronaire aigu retenu à l'issue de la prise en charge initiale, donc le CG, l'échographie cardiaque, éventuellement la biologie. Mais ces patients, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on leur demande une coronarographie quand même dans le doute parce qu'on se dit que le risque ou la douleur est typique ou le risque est élevé? On sait que la coronarographie qui n'est pas guidée par un test fonctionnel ou un test d'imagerie préalable, c'est 30 à 40% d'examens blancs. Alors je rappelle quand même que la coronarographie, même si ça se passe évidemment le plus souvent bien, il y a un risque qui n'est pas négligeable d'événements, que ce soit de saignement ou même de mortalité, 1 pour 100 000. Alors, on a quand même de nombreuses causes qui ne sont pas cardiaques aux douleurs thoraciques, et donc ça vaut le coup de demander d'autres tests, comme éventuellement un test anatomique comme le coroscanner, qui permet aussi de visualiser d'autres choses. Et c'est pas rare qu'on tombe sur, par exemple, une embolie pulmonaire en faisant un coroscanner pour une douleur thoracique qui ne paraît pas franchement d'origine coronaire. Mais bon, l'IRM ou l'échographie de stress ou la scintigraphie de stress ne se concentrera par contre que sur la perfusion myocardique. Alors, quels tests diagnostiques? Les tests anatomiques, principalement en non-invasif, le coroscanner, qui peut être plus ou moins couplé à d'autres tests, comme on en parlera après rapidement, la perfusion ou la FFRCT, et puis la coronarographie évidemment invasive. À l'opposé, les tests fonctionnels, l'écho, la scintigraphie, l'IRM de stress, la TEP, je la mentionne parce qu'il y a des études dessus, mais en pratique, personne ne fait de TEP en pratique courante pour évaluer la coronaropathie. Et puis le coroscanner et l'IRM, parce que c'est le sujet aujourd'hui, on peut leur adjoindre une deuxième partie, soit une partie fonctionnelle pour le coroscanner classique, soit une partie de test anatomique pur pour l'IRM cardiaque de stress. Ça peut être fait dans un premier temps éventuellement. Au niveau de la sensibilité et spécificité, ce qu'il faut savoir, c'est que pour détecter une sténose fonctionnellement significative, donc c'est ce qui nous intéresse le plus souvent dans la maladie coronaire quand même, face à un patient qui a des symptômes, on a une sensibilité excellente, on a environ 90% pour les deux tests. Par contre, vous voyez que la spécificité d'un test anatomique comme le coroscanner, elle est très mauvaise, on est à 53%, mais c'est normal, on ne s'attend pas à mieux avec un scanner qui va en fait surtout avoir sa force dans la valeur prédictive négative, c'est-à-dire de pouvoir éliminer la maladie coronaire quand on n'a pas de plaque supérieure ou égale à 50%. Par contre, pour reconnaître si une sténose à 50 ou 70% est fonctionnellement significative, c'est la limite du scanner. Par contre, l'IRM cardiaque de stress, comme finalement c'est à peu près au même niveau que les autres tests de stress, c'est excellent. Alors finalement, quel test on va demander pour quel patient? Il faut d'abord évaluer la probabilité pré-test du patient sur la clinique, sur son âge, sur son sexe, sur la biologie, sur tout ce qui s'est passé finalement. Et puis ensuite, si la probabilité est plutôt basse ou intermédiaire, on va plutôt aller vers le coroscanner, c'est les recommandations. Soit on est un petit peu plus élevé, entre 50 et 65% par exemple de probabilité pré-test, et là plutôt un test d'ischémie. Alors les recommandations ne tranchent pas sur le fait de dire s'il faut une échographie de stress, une scintigraphie ou une IRM. Probablement que ça n'arrivera pas d'ailleurs dans les recommandations, mais en tout cas on peut demander l'un de ces tests-là. Alors vous savez que l'établissement de la probabilité pré-test c'est toujours un peu compliqué, les recommandations elles ont bien évolué entre 2013 et 2019, et maintenant on a quand même beaucoup de patients, de classes de patients et de classes d'âge qui vont être avec une probabilité pré-test qui est basse, donc moins de 5%. Dans les recommandations on ne fait pas de test, sauf si bien sûr on a des facteurs modificateurs comme un trouble de cinétique segmentaire à l'échographie qui va évoquer une coronaropathie, comme si on a une augmentation de la troponine, évidemment, c'est pas la même chose. Mais pour la maladie coronaire stable, avec quelqu'un qui n'a pas d'autres facteurs modificateurs, moins de 5%, c'est pas recommandé. Bon, après, c'est à débattre évidemment au cas par cas. Alors, quel est l'apport du coroscanner par rapport à d'autres tests ?
eh bien ça élimine vraiment une coronaropathie quand on a 0 plaque. Un score calcique à 0, bien sûr, dans ces cas-là, mais aussi une absence totale de plaques calcifiées ou non calcifiées. Et ça, on a quand même beaucoup de patients, alors probablement qu'ils ont aussi une probabilité pré-test assez faible à la base, mais chez qui on peut être totalement rassurant sur le fait que non seulement il n'y a pas de coronaropathie, mais on n'a pas non plus d'épanchement péricardique, on n'a pas non plus d'embolie pulmonaire, même si le temps, mais évidemment le temps d'injection n'est pas le même, mais en tout cas au moins en proximal, on peut souvent renseigner. Et on n'a pas non plus d'autres choses au niveau pulmonaire, en tout cas, qui, dans le cadre d'exploration dont on dispose, qui fassent suspecter une maladie. Et puis, on va pouvoir aussi rechercher des trajets intramyocardiques, notamment chez les sujets jeunes. On peut avoir un milking qui est visible en coronarographie, mais on ne pourra pas vraiment évaluer la profondeur du pont ni la longueur du trajet autrement qu'avec le scanner. On a les anomalies de naissance coronaire, comme ici un trajet inter-aortopulmonaire malin de la coronaire droite qui naît du sinus antéro-gauche. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment bien authentifiable par le scanner. Et puis enfin, les pontages. Alors, on n'a pas toujours à disposition le compte-rendu opératoire, la nature des ponts. Ça peut être vraiment très intéressant parce qu'on visualise en général bien ces vaisseaux, ou au contraire, on peut dire si le vaisseau est occlus à l'ostium ou un peu plus loin, et ça nous renseigne déjà bien sur le statut du patient. Alors évidemment, le coroscanner, ce n'est pas l'outil ultime. On a quand même des difficultés de quantification des plaques parce qu'on a une variabilité à la fois inter-observateur, inter-logiciel, inter-scanner. On a des protocoles qui sont publiés, enfin des standards de protocoles dans les recommandations internationales, mais qui ne sont pas forcément toujours bien appliqués, en tout cas pas de façon uniforme. On a besoin d'une excellente qualité d'image pour pouvoir se prononcer. On a vraiment besoin d'être sûr de ce qu'on dit parce que c'est quand même un examen qui a une excellente VPN, comme je disais tout à l'heure, mais encore faut-il que l'examen puisse être interprétable. On a des patients de 40 ans qui n'ont pas une plaque, mais pourtant ils ont un scanner totalement ininterprétable parce que par exemple ils sont extrêmement rapides ou ils sont, en tout cas ils tiennent pas les apnées par exemple. On a besoin d'une qualité d'image pour renseigner le compte rendu. Et puis la nature des plaques, elle est beaucoup influée par le courant du tube, le kilovoltage, et on sait qu'on aura plus ou moins d'artefacts en fonction des paramètres d'acquisition. Et puis une dernière limite inhérente à la technique, c'est que la résolution spatiale actuelle fait que à moins de 1,5 à 2 mm, eh bien, on ne pourra pas forcément de façon très fiable renseigner sur la perméabilité ou non d'une artère. Alors, les données du scanner par rapport au test fonctionnel, c'est 2 études principales, c'est Promise et Scott Hart, qui sont des études anglo-saxonnes, l'une où on a testé le coroscanner par rapport à un ECG d'effort. Bon, pas de surprise, le coroscanner fait mieux, le CG d'effort ne devrait plus vraiment être, en tout cas dans les recommandations, utilisé dans le dépistage de la maladie coronaire. Et puis dans l'étude Promise, par contre, le coroscanner fait aussi bien, ou en tout cas il n'y a pas de différence significative sur le risque d'événements cardiovasculaires par rapport au test fonctionnel classique, et c'est pour ça que les recommandations ont changé récemment. Alors, le coroscanner peut être couplé, comme je disais très rapidement, à un test fonctionnel. La perfusion ou la FFRCT, le scanner de perfusion myocardique, c'est comme pour les tests de stress classiques. On va perfuser un vasodilatateur, donc le dipyridamol ou l'adénosine ou le régadénoson, et on va faire une acquisition pendant ce stress. Si le stress est négatif, on fait ensuite une acquisition au repos et on voit si le problème de densité donc qui correspond ou non à un problème de perfusion. On a de façon un petit peu plus sensible que ça et un petit peu plus objective des cartes de perfusion qui existent, donc totalement automatisées, pour bien essayer de visualiser à quel niveau il peut y avoir, dans quel territoire coronaire il peut y avoir une hypoperfusion qui correspondrait du coup à une ischémie myocardique provoquée. Et puis la FFRCT, juste un mot, parce que finalement, c'est un examen qui est totalement, enfin c'est du virtuel, il faut bien comprendre que c'est une modélisation hémodynamique à partir d'un test anatomique pur, il n'y a pas d'injection de vasodilatateurs ou quoi que ce soit, donc plutôt à éviter. La place dans les recommandations, donc c'est en classe 1, au même titre que les tests fonctionnels, on peut faire une stratégie à 2 tests, soit un test fonctionnel d'abord, soit un coroscanner et ensuite le deuxième. Et puis par contre, le coroscanner est à éviter quand on a des calcifications coronaires importantes, un rythme irrégulier ou que le patient n'est pas en capacité de tenir des apnées. Et même dans le NSTEMI, si la probabilité est relativement faible à intermédiaire, eh bien on peut quand même proposer un coroscanner, et notamment chez un patient qui a c'est plutôt une situation de myocardite par exemple, ou de Takotsubo, ce genre de choses. En tout cas, un patient évidemment
notamment qui n'a pas de douleur thoracique qui persiste, où là c'est la coronarographie quoi qu'il en soit. Les recommandations américaines ne disent pas vraiment autre chose, sauf qu'elles font une place pour la FFRCT. La seule boîte au monde qui fait de la FFRCT, c'est une boîte américaine, donc c'est probablement aussi à cause de ça. En tout cas, c'est plutôt le scanner ou les tests fonctionnels en première ligne, et après, éventuellement, soit on fait un deuxième test, donc fonctionnel si c'est anatomique le premier ou inversement, ou alors la coronarographie si c'est vraiment très conclusif. En cas de coronaropathie qui est déjà connue, si elle est significative, à plus de 50%, évidemment, on ne va pas faire derrière un coroscanner. L'enjeu IRM coronaire, juste 3 mots, parce que ça peut donner de très belles images dans les études notamment, mais les études, il y en a 40 fois moins que dans le coroscanner. Vous voyez que si les gens ne s'y intéressent pas dans le domaine de la recherche, eh bien de toute façon, ils ne s'y intéressent pas non plus dans le domaine de la pratique clinique, parce que c'est finalement l'IRM, un examen qui est assez peu disponible en pratique courante, ça prend beaucoup de temps, et puis ça souffre vraiment de la comparaison avec le coroscanner, même si l'IRM a évidemment des avantages, c'est pas irradiant, on n'injecte pas de produits contraste iodés, mais par contre, il y a tellement de contraste que clairement c'est pas une bonne idée de le faire, c'est pas un examen qui est rentable ni pour le patient ni pour le médecin. L'IRM cardiaque de stress, par contre, elle est très performante, ça on a déjà parlé des valeurs, des sensibilités et spécificités de ce test. C'est un examen qui est plus facile à interpréter que le coroscanner avec test de perfusion. On voit vraiment bien des belles hypodensités qui sont sous-endocardiques et qui persistent au cours du temps, contrairement à certains artefacts, et qui disparaissent au repos. En général, maintenant, on ne fait même plus de phase de repos, on va seulement matcher ces images-là avec celles des images de rehaussement tardif, et deux situations, soit la taille du défect de perfusion, elle est la même que celle de la taille de l'infarctus, mais dans ces cas-là, on ne peut pas être totalement sûr qu'il n'y ait pas d'ischémie. On a quand même une valeur prédictive négative d'ischémie que de 63%. Par contre, si on a une hypoperfusion qui dépasse assez franchement de cette taille d'infarctus, on est quasiment sûr qu'il y a vraiment de l'ischémie. L'IRM cardiaque, il ne faut pas oublier non plus que ça a été validé contre FFR, c'est un test robuste, et notamment dans l'étude qui est très récente, MR Inform, on avait sur quasiment 1000 patients une revascularisation guidée soit par l'IRM avec plus de 6% de territoire ischémique, soit la FFR invasive, et un suivi médian de 1 an finalement, il n'y avait pas de différence en termes de MACE, d'événements cardiovasculaires, ni en termes de symptômes, donc c'est très important. L'imagerie de rehaussement tardif, c'est la dernière chose, c'est le domaine vraiment de l'IRM cardiaque. Depuis une vingtaine d'années, on a énormément de papiers qui sont sortis, et c'est en termes de transmuralité de ce rehaussement tardif que ça va nous être utile. Moins de 25%, on sait que le muscle cardiaque a priori est viable en cas de revascularisation. Plus de 75%, a priori, il n'est pas viable, sauf en cas d'infarctus en phase aiguë, parce qu'il y a une énorme composante œdémateuse qui va majorer la taille de ce rehaussement tardif. Et puis entre 25 et 75%, c'est un petit peu plus débattu. On considère que, en tout cas, jusqu'à 50% de transmuralité, le muscle cardiaque est plutôt viable, mais il faut s'aider aussi évidemment de la cinétique segmentaire. Est-ce que le muscle cardiaque est juste hypokinétique ou est-ce qu'il est totalement akinétique, et est-ce qu'il a une épaisseur normale ou est-ce qu'il a plutôt un amincissement? Et les recommandations, en tout cas, ne placent pas l'IRM cardiaque au-dessus vraiment des autres modalités, mais à mon sens, c'est quand même le meilleur examen, étant donné qu'on a une vraie information sur, en plus, la fonction ventriculaire gauche et droite, et puis, évidemment, sur on peut aussi avoir une information sur l'ischémie. Ce qu'il faut retenir, c'est que le scanner cardiaque est en première ligne dans toutes les recommandations internationales pour évaluer le risque cardiovasculaire à long terme, que ce soit avec le score calcique qui est très simple et sans injection, ou plus récemment avec les plaques à haut risque, et puis surtout pour éliminer vraiment de façon quasi certaine une coronaropathie s'il n'y a aucune plaque, ce que finalement aucun autre test ne permet vraiment de faire, sauf un test invasif, et encore. Et puis il faut par contre, pour avoir ces résultats, bien sélectionner les patients. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas de place pour tout ce qui est fonctionnel dans le cadre du scanner cardiaque. C'est plus long, c'est plus compliqué, et puis on a des tests fonctionnels qui font souvent quand même très bien à côté, comme l'écho de stress ou la scintigraphie, et évidemment aussi l'IRM, qui est très performante pour la recherche d'ischémie et de viabilité. Par contre, alors je ne sais pas comment c'est dans vos centres, mais c'est une disponibilité qui est relativement faible. En tout cas, on a beaucoup d'autres examens à faire avec une IRM par rapport à juste du stress, donc peut-être demander d'autres examens. Et puis l'enjeu IRM coronaire, non chez l'adulte. Chez l'enfant, peut-être si on n'a vraiment pas envie évidemment de les irradier, mais en prenant bien en compte qu'il y a beaucoup de limites, notamment dues au mouvement cardiaque, respiratoire et de la personne en soi. Donc peut-être une petite place, mais vraiment à discuter au cas par cas. Je vous remercie pour votre attention.